Les directions qui ont été données, c'est faites quelque chose de brut, de vif. Tout a été pensé pour qu'on se dise, c'est peut-être des adolescents qui ont fait en fait vraiment ce film en fait. Maintenant, on est dans une autre ère. En ayant eu cette quête de la 3D avec cette perfection, on a aussi éteint la 2D en fait. Bonjour à vous auditeurs et auditrices et bienvenue sur la chaîne de Pratea. Aujourd'hui pour le premier épisode de l'entretien, on a la chance d'accueillir le lead animateur du film d'animation Ninja Turtles Teenage Year, Nicolas Benoît. Bonjour. Salut Nicolas, comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, je suis content. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le premier épisode du coup de l'entretien sur la chaîne de Pratea. Ninja Turtles Teenage Year est sorti cette semaine en France. Quand cette vidéo sera postée. Il est déjà sorti depuis une semaine aux États-Unis et il fait déjà des super scores et apparemment des critiques sont excellentes. Donc déjà bravo. Mais bah, écoute, bravo à l'équipe surtout. C'est un travail comme tu sais, de collaboration et donc voilà, forcément. En tout cas, on est tous contents que ça fonctionne et que ça marche aussi bien. Donc voilà. Ça doit être un soulagement là après tout ce travail-là de pouvoir le voir et de voir qu'il y a un très bon retour. Oui, bah, toute l'équipe était un peu en stress de savoir est-ce que ça allait être chouette, etc. Ça a été un film avec un style assez particulier. Un gros budget en plus. Un gros budget. Après, voilà, c'est la boîte de production derrière, c'est la Paramount. Et donc, moi, j'ai travaillé chez Micros Animation, un studio qui est en France et au Canada, enfin, donc à Montréal. Et donc, voilà, c'était une coproduction, chez Micros Animation. Et il y a eu aussi un bout qui a été fait par Cinesite, voilà, à Montréal. Et bah, on va prendre le temps un peu de décortiquer un peu les différents postes qu'il va y avoir, mais déjà, toi tu es lead animator. Oui. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu brièvement en quoi ça consiste le métier de lead animator? De lead animator, oui, c'est vrai qu'on fait en semi-anglais, semi-français. Bah, non, c'est vrai que. Pas trop, dis-moi. Non, t'as raison. En fait, c'est vrai que donc lead animator, moi je le définis plutôt comme étant un peu un copilote de l'animateur. Donc on fait en sorte que la route soit claire en fait et qu'on arrive au bon point. On accompagne l'animateur sur son acting finalement et on travaille en fait en biais aussi, enfin pas en biais, on travaille finalement avec le directeur d'animation qui a sa vision aussi de l'acting sur le film et bien évidemment on travaille avec le réalisateur. Donc voilà, si j'avais un petit peu à figurer avec une main, l'animateur est là, le lead est un peu marié avec l'animateur, au-dessus on a le directeur d'animation qui dit si ça marche ou pas, bon, je vais peut-être pas le faire mais je vais dire le doigt d'honneur de dire voilà ça fonctionne, ça fonctionne pas. On a le réalisateur qui vient dire faut faire ci, faut faire ça et bien sûr le producteur qui peut couler certaines séquences ou dire c'est super, etc. Et pour le cas on a toutes les personnes sur le projet, je parle du coup au-dessus et en dessous bien sûr, je veux dire par rapport à ma position qui était du coup lead animateur, était vraiment extraordinaire. Donc on a eu un des producteurs qui était donc Seth Rogen, donc il y a une partie bien sûr de l'humour qu'on va retrouver de Seth Rogen où ils ont travaillé aussi bien sûr avec donc le réalisateur Jeff Rowe et le co-directeur donc Kyle Spears, donc les deux voilà, on travaille aussi ensemble sur tout ça. Jeff Rowe qui a réalisé Les Michel contre les machines, sorti sur Netflix il y a 2 ans je crois. Ah oui, 2-3 ans. 2-3 ans comme ça, qui avait déjà une patte assez forte, le film était très bon, très intéressant. Oui, l'univers en fait de Jeff Rowe, on va le retrouver il a été aussi scénariste aussi sur d'autres projets et il nous a finalement donné cette liberté de créer et de donner un maximum de fun. Et presque à chaque fois, il poussait pour qu'on aille, nous, je dirais, dans la partie créative de l'acting, se libérer et faire des choses de plus en plus, pas extravagantes, mais spontanées et brutes. Voilà. Donc vous avez vraiment une part créative, vous laissez vraiment... en fait, c'est pas que exécutant quoi. C'est ça, c'est que en fait donc là quand on parle finalement du métier d'animateur, pour situer un petit peu l'animation, c'est on vient donner vie à des objets
ou à des choses qui sont inertes, qui sont mortes. Ouais. Et donc ça, c'est la partie d'animation, mais l'animation, c'est aussi beaucoup d'acting, donc beaucoup d'observation, comprendre le vivant, comprendre la physicalité des mouvements, de la vie, donc beaucoup d'observation. Et c'est beaucoup de subtilité en fait, parce que par rapport à un acteur, donc les chemins sont assez similaires, hein, dans le sens où on fait de l'acting et en soi on répond aussi avec à un réalisateur finalement qui a des directions d'animation, directions d'acteurs, et donc on doit les exécuter pour le faire le plus réaliste possible, le plus naturel. Et la différence qu'on va avoir par rapport à un acteur, c'est qu'on va essayer de recréer par rapport à comment dire, soit une voix qui a été déjà placée, parce que quand on travaille dans le processus d'animation, on a déjà les voix qui ont été enregistrées, ou des fois ce sont des voix qui sont peut-être un peu temporaires, mais qui sont des bases pour que nous, on puisse après créer l'acting. Vous, on vous envoie déjà le storyboard, vous avez déjà des séquences plan par plan, le timecode est extrêmement précis, vous avez déjà les mouvements, vous avez les voix qui passent par-dessus, vous avez tout le son qui passe, et vous devez arriver à avoir l'animation sur les 5 secondes de ce plan-là. Faut qu'on passe de ce point A à ce point B, et vous faites toute cette trajectoire-là. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, imaginons, on nous dit on a 100 frames pour faire donc, une image. Donc dans le film, c'est 24 images par seconde, donc 100 frames, on va dire plus ou moins 4 secondes. Et donc l'animateur va avoir ce temps défini pour pouvoir faire cette action. Donc voilà, comme tu le sais très bien, dans l'acting, c'est, je sais pas, par exemple, prenons un exemple, un personnage qui va boire un verre d'eau. Et donc il a peut-être ces 4 secondes pour pouvoir boire un verre d'eau. Mais après, c'est comme tu le sais, c'est comment il va le faire ça. Donc c'est ça où toute la nuance de l'action qui va être justement apportée par l'animateur et qui va être proposée par l'animateur et va être finalement accompagnée par le lead animateur et le directeur d'animation qui va bien évidemment avoir l'œil ultime, l'œil d'aigle, et sur tout le projet pour faire en sorte qu'il y ait une certaine homogénéité et qu'on ait l'impression finalement que ce projet a été presque fait par une personne. Et c'est ça qui est un sacré challenge pour le directeur d'animation. Donc là sur le projet, on a eu la chance de travailler avec 2 directeurs d'animation. Enfin, le directeur d'animation était Jacques Daigle, qui est donc canadien, et l'autre superviseur d'animation qui était Simon Cuisinier, qui était donc voilà, qui supervisait l'animation aussi avec Jacques. Et donc c'était un peu les 2 binômes avec qui on les voyait tous les jours et qui nous apportaient la bonne humeur, l'ambiance et aussi l'idée finalement, l'inspiration aussi sur le projet. Donc des très bonnes conditions de tournage. Par rapport à toi, ton expérience en général, comment tu te ressens de ce tournage? Donc là pour le coup on ne parle pas vraiment de tournage, on va parler de production. Oui, pardon. C'est tout à fait pas grave. Bon, je fais du live moi. Oui, tu fais du live et voilà, c'est vrai que nous c'est un tournage qui dure beaucoup de temps, hein, on va dire. Donc on va parler de production pour le coup et là la production a duré, enfin moi de ce que je ressens plus ou moins, ça a été plus ou moins 1 an et demi. Et voire sûrement encore un peu plus pour les gens qui ont travaillé en amont sur le projet pour chercher la personnalité aussi des différentes tortues, pas que les tortues, hein, parce que pour ceux qui ont vu le film ou qui vont voir le film, il y a bien évidemment, voilà, il y a des méchants aussi, il y a d'autres mutants. On va voir ça tout à l'heure, ouais. On va revenir un petit peu après sur précisément les directions que vous avez prises sur le film et sur cette nouvelle direction pour les tortues. Mais déjà, je voulais savoir un petit peu toi, tu peux nous dire 2-3 mots sur ton parcours, sur comment tu en es arrivé à ce poste de chef animateur sur quand même un gros projet, sur une grosse licence. Toi, est-ce que tu peux nous partager le parcours et la direction que tu as eue? Est-ce que tu voulais déjà, est-ce que c'était un objectif pour toi d'arriver là où tu en es aujourd'hui? Je pense que le parcours de chacun est vraiment unique dans le sens où je vais avoir des personnes avec qui j'ai travaillé, où je travaille, qui à 30 ans, 40 ans se sont dit tiens, j'aimerais faire de l'animation. Et ils avaient un autre métier, ils se reconvertissent. Je pense que comme tout métier, finalement, il faut se trouver. Et à partir du moment où on sait et on a trouvé des choses qui nous passionnent et qu'on est animé par quelque chose, on a envie d'aller à fond. De mon côté, l'animation, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant de l'animation et en prenant justement ce changement. Je voulais plutôt faire une carrière un peu plus scientifique
et mes notes à l'école ne me permettaient pas vraiment de le faire. Et j'avais vu une école qui me permettait de pouvoir faire ça en alternance. Et donc ça me permettait d'économiser aussi à ma famille, de ne pas payer pour mes bêtises si j'avais à faire des bêtises. Et j'ai beaucoup appris finalement par le travail. Et au fur et à mesure, je me suis pris de passion pour l'animation parce que c'est comme de l'acting finalement. Enfin, c'est de l'acting. Et donc c'est observer, être un peu un espèce de... Et là, c'est vraiment peut-être différent, mais un peu de la philosophie de la vie, quoi, d'apprendre à observer la vie, et c'est chaque plan, chaque chose qu'on va faire, tout le temps, c'est différent. C'est la curiosité de chaque instant à regarder justement quand tu prends un verre d'eau, qu'est-ce tous les mécanismes qui se mettent en place à prendre ce verre d'eau et comment ça caractérise un personnage. Exact. C'est puis comment un animal, par exemple, des choses qu'on va faire beaucoup en animation, si on va travailler sur un film où il y a beaucoup d'animaux, eh ben, on va se mettre à observer énormément les animaux. Et, tu payes un abonnement au zoo pendant 3 semaines. Ouais, non, mais totalement. Bah, j'étais pas mal de fois à la ménagerie pour même juste faire des croquis et ressentir finalement la masse, le poids et comment tel ou tel animal va se déplacer. Après, il y a bien sûr YouTube est notre ami aussi, sans être sponsorisé. Mais voilà, on passe beaucoup de temps à regarder des vidéos, pas que de chats bien évidemment, mais beaucoup de vidéos pour se documenter et au-delà de ça, observer, quoi. Et donc je trouve qu'il y a une richesse incroyable avec l'animation, d'être un observateur et finalement de savoir un peu recopier le vivant parce que voilà, de se nourrir de ça. Ça fait combien de temps que tu es dans l'animation, toi, purement vraiment en tant que chef animateur ou même animateur? J'ai commencé l'animation en 2014 suite à avoir passé un an de formation au Gobelin et j'ai eu l'opportunité de travailler sur le long métrage d'animation, donc en français c'est Comme des bêtes, et j'étais animateur crowd, donc je faisais les personnages secondaires, donc il y avait les personnages primaires, donc les mains qui étaient faits par donc, des animateurs, et moi je faisais donc les personnages qui étaient secondaires, et c'était une super école. J'ai adoré en fait ce temps passé là-bas, c'était pour moi une nouvelle école finalement, parce que l'école, je dirais qu'on ne la termine jamais, hein, on continue toujours d'apprendre. Et j'ai eu un chef animateur, un lead animateur qui était Florent Delataille, qui était incroyable, qui m'a partagé beaucoup d'informations. Mais au-delà de ça, c'est sur la production, il y avait tellement de personnes avec des backgrounds différents qui nous ont apporté leur propre méthodologie, etc. Je pense que la communication est vraiment importante pour se nourrir et d'apprendre. Et voilà, après, je suis resté un petit peu en France pendant 2 ans et puis je suis parti au Canada, j'ai rencontré des gens incroyables avec d'autres façons, d'autres méthodologies de travail. Je suis rentré en France pour travailler sur Astérix et je suis reparti après pour aller en Angleterre, voir aussi... Astérix, le film de Astier? Oui, voilà, Astier était... C'était le secret de la potion magique, je crois. Exactement, voilà. Donc il y avait Louis Clichy et Astier. Et c'était un film qui était une super expérience, travailler sur un long métrage d'animation fait en français. Donc avec des voix françaises, ça c'était trop bien dans le sens où voilà, c'est assez unique en France et partout dans le monde on fait des films en anglais parce que le premier marché est international et pas tant uniquement niché sur le national et le français. Et Astérix finalement est une porte vraiment intéressante dans le cinéma français, même je dirais européen, parce qu'il a cette richesse de se nourrir finalement de la culture française et donc des actings qu'on va retrouver plutôt en France, comme par exemple les onomatopées, ce genre de choses, des choses qu'on ne va pas forcément voir dans le cinéma ou dans l'animation américaine. Voilà. On va un peu parler de justement plus précisément la Ninja Turtles, mais avant on a un petit jeu, on a un petit quiz. Ouais. Ça te va? Ça me va. Ouais. Ok, ça te va, on y va, on fait un quiz. Quel est le premier film d'animation à avoir gagné l'Oscar du meilleur film d'animation? Bonne question. C'est pas Toy Story? C'est pas Toy Story, c'est un film DreamWorks. Ok. Film DreamWorks, Shrek? Exactement, Shrek. Donc tu as la VHS juste derrière toi, ce qui est assez bien fait. Shrek en 2002, qui a eu le premier Oscar pour un film d'animation. Ok. T'aimes Shrek? J'adore Shrek. J'adore Shrek aussi. Qui aime Shrek ici? Moi. Okay. Alors, quel est le film d'animation le plus rentable de l'histoire? Je dirais La Reine des Neiges. Alors, ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Il a été dépassé. Les Mignons. Non. Alors, c'est lié à ton film préféré. Ok. Ton film préféré qui est? Le Roi Lion. Tout à fait. Ok. Le Roi Lion l'a été,
et c'est le remake live action Mais non. de 2019 qui est le film d'animation plus rentable de l'histoire. Incroyable, ok. 2 mots sur le film d'animation 2019, tu l'as vu? Oui, alors, enfin un film d'animation, du coup c'est film remake spéciaux. Live action, c'est toute l'ambiguïté de la question. Alors moi en fait l'histoire du Roi Lion je l'adore, donc j'ai été voir la comédie musicale, j'ai été voir tout ça et donc forcément je dirais que je suis fan. Maintenant c'est vrai que c'est différent pour moi, je vais pas l'appeler film d'animation, je vais l'appeler film presque semi-live action, VFX parce que ça a été... mais tout est animation. Tout est animé. C'est juste que la qualité du rendu... on n'est absolument pas dans le semi-réaliste ou cartoon, on est dans quelque chose de quasiment réaliste en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont utilisé certains codes des animaux pour vraiment les mettre dans le film, chose qu'on voit pas vraiment, comme par exemple quand Timon se gratte, il se gratte vraiment comme un... Je sais plus comment on appelle. Ouais, suricate je crois. Suricate ? Chien de prairie peut-être, ou je sais pas. Il y a une image de chien de prairie qui apparaît tout de suite sur la vidéo YouTube. Hop là, je profite de cette petite pause pour vous rappeler que nous aussi nous avons un podcast. Il s'agit du podcast Interséance où on débat, réfléchit et partage autour d'un film qui nous a marqué en salle. Les 2 derniers épisodes sont sur Barbie et Oppenheimer et disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Dites-nous ce que vous en pensez, allez l'écouter. Ce sera tout pour moi, on peut reprendre le déroulé de l'entretien. La licence Ninja Turtles, du coup, c'est quand même une licence qui a eu beaucoup de déclinaisons. À la base, c'était un comics hyper parodique, c'était pas du tout dans le but d'être célèbre, c'était plutôt assez gore. Finalement, il y a eu une vraie Tortue Mania, c'est devenu après très connu, très populaire, très familial. Les premières adaptations live qu'il y a eu au cinéma, c'était justement très comique, avec les costumes et toutes les mèmes qui en sont sortis. On regarde ça un peu de loin, on en rigole. Mais disons que c'est une saga qui a toujours eu une licence plutôt, qui a toujours fait un grand écart entre les comics, les adaptations, entre justement ce côté gore, sérieux et très familial. Vous, dans ce projet-là, dans la direction que vous avez pris avec cette nouvelle adaptation en dessin animé, c'était quoi la direction dans laquelle on vous a lancé? Les directions qui ont été données, c'est faites quelque chose de brut, de vif, comme si qu'en fait c'était fait par animé, créé par des adolescents. Donc d'où le fait que on anime en 12 images secondes, donc toutes les 2 images on fait un dessin, ce qui n'est pas le cas en fait dans les films d'animation autres. En manière globale en fait. On va animer sur 24 images, là on animait sur 12 images. Donc on faisait quelque chose un peu plus stop motion, un peu dans l'aspect. Et dans tous les niveaux finalement du film, dans la création des environnements, des personnages, de l'animation, tout a été pensé pour qu'on se dise c'est peut-être des adolescents qui ont fait en fait vraiment ce film en fait. Et l'humour aussi très adolescent aussi dans le film. Donc voilà, quand je parle de ça, c'est que par exemple les designs je sais pas, des objets, on va voir des lignes qui vont être apparentes, on va voir des espèces de gribouillages, des choses les personnages par exemple, si vous regardez bien en fait dans le film, ils ne sont pas symétriques. Ils sont tous asymétriques. Et de base, nous, quand on avait les personnages et qu'on avait à les animer, c'était des fois d'ailleurs assez perturbant parce que quand on veut avoir un visage, on veut le symétriser, on veut le faire une autre symétrie, changer le visage, on ne pouvait pas le faire en fait. On devait vraiment recréer la pose de rien, quoi. Alors on cherche le beau dans la symétrie justement, dans le fait que ce soit pas symétrique. Si quelque chose est trop symétrique, on va justement se dire c'est chiant. Et c'est ce qu'on a déjà fait en fait. Enfin ce qui a déjà été fait dans l'animation, ce qui fait que ce film a cette patte unique qu'on ne voit pas vraiment dans le cinéma d'animation global, d'asymétrie, de choses un petit peu déstructurées. Et on va retrouver ça autant dans les personnages, les environnements, et aussi tout le travail de lighting, donc de lumière qui a été fait par les équipes de lighting justement, donc ceux qui préparent les sets avec les lumières. Et bien sûr en amont, tous ceux qui vont créer ce qu'on appelle ça des script colors. Donc en fait, ils vont prendre un dessin finalement qui a été fait peut-être par les storyboarders. Et donc c'est dans des séquences qui ont déjà été du coup validées. Et ils vont apposer finalement un style de couleur. Et ça bien sûr c'est approuvé, etc. Et puis après ça passe au département d'après. Vu que l'animation c'est
c'est un pipeline en fait, donc on vient donner les éléments au fur et à mesure. Plein de départements, c'est ça. On commence par des croquis qui après vont passer en animation, en montage, puis après vous avez la composition pour amener justement la lumière et l'aspect 3D. C'est ça, c'est qu'en fait, tu dis bien, bien sûr on a le storyboard, en fait même avant on a bien sûr forcément le scénario qui est transformé en storyboard. Le storyboard, on appose des voix, un rythme, etc., un montage, donc on appelle ça une animatique, et ensuite on avance dans le processus, et bien sûr on va valider tel ou tel personnage, on va du coup créer les assets, donc les assets c'est-à-dire les personnages, les environnements, et on va leur donner des squelettes pour les personnages pour qu'on puisse les animer, on va développer le style d'animation aussi en même temps, et au fur et à mesure là on passe après à la phase de production, et là on a l'animation, on a le layout, l'animation, et ensuite on a le lighting, donc ceux qui vont mettre du coup les lumières, et une fois que tout ça c'est fait, on a du coup la partie pré-production, enfin post-production pardon, mais qui fait partie de la production dans le cinéma d'animation, qui est le compositing, où ils viennent embellir tout le travail qui a été fait en amont, et voilà, pour le processus un peu global qui est différent du film en live action. Quand on regarde le film, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde de la 2D ou de la 3D? On se doute un petit peu par rapport aux mouvements de caméra déjà qui sont très travaillés, beaucoup plus cinéma que film d'animation, on a l'impression. Et en même temps, avec tous ces croquis qu'on voit partout, finalement, qu'est-ce qui est 2D? Qu'est-ce qui est 3D? Bonne question. C'est justement, je pense, une des intentions primaires qui a été mise en avant par donc la partie direction artistique qui a été développée par Yashar et son équipe. L'idée, c'était de donner un aspect très 2D, très dessin, et de confondre finalement où est la 3D, où est la 2D. Et donc les fonds, il y a beaucoup de fonds qui sont uniquement dessins, peints. Et là, c'est l'équipe d'Arnaud qui ont fait beaucoup de matte painting. Donc c'est une équipe qui était à Paris. Ils ont fait un travail incroyable. Enfin, c'était magnifique de juste passer au-dessus des ordinateurs et de voir qu'ils passaient sur Photoshop puis sur Blender pour faire leurs choses. Et c'était vraiment très un travail d'orfèvre aussi tous les concept art, la création de l'univers et puis. Voilà, parce qu'en fait, l'idée, c'est de pas tout faire en 3D. C'était aussi de mettre en avant aussi la 2D. Et bien sûr, les personnages, par contre, ont été faits en 3D. Mais c'est au moment du rendu et du compositing, on vient finalement apporter cet aspect vraiment 2D. Et bien sûr, en amont, c'est aussi un corps de métier qu'on appelle ça du coup le surfacing, où ils viennent créer toutes les textures. Et c'est pareil, c'est un travail assez de dingue quoi dessus, parce que tout est vraiment peint à la main en fait sur ce film. On va justement regarder une petite séquence que tu as travaillé avec ton équipe, et tu vas pouvoir un petit peu nous en dire plus justement sur cette séquence en particulier et sur quelques points d'animation. Yo, les narvalos, envoyez le matos là. Non. Sérieux? Voilà le délire. Vous êtes des petites tortues, c'est ça? Mortel. Vous êtes trop mimes. Ah, je vous adopte direct. Eh, Bernie la brute fait taffer une bande de tortues. Quoi? Non, on travaille pas pour Bernie, on est là parce qu'on te cherchait. J'arrive pas à croire qu'il existe d'autres mutants comme nous. Non, j'avoue, c'est waouh. Une vraie dinguerie. Attendez, laissez-moi deviner. Il y a 15 ans de ça, en gros, on a versé une substance bizarre dans les égouts et vous avez trempé dedans, c'est ça? Ben, on préfère parler de fluide, mais c'est pas grave. Ouais, ça sonne mieux, c'est plus sympa à dire. Sur la langue comme sur un tapis roulant. Fluide, ça coule, hein? Le fluide, ça claque. Le fluide. Bon, écoutez les gars, je suis né du même fluide que vous, ok? C'est mon daron, Baxter Stockman. C'est lui qui a créé le fluide balancé dans les égouts, mes petits loups. Donc techniquement, on est cousins. Ouais, on est cousins. Cousins, c'est super. J'y crois pas. On est de la même famille. J'ai toujours voulu avoir un cousin. Bah ça tombe bien, parce qu'on est un paquet. Alors le rendu, ça fait quoi de voir ça? C'est beau, c'est magnifique. Ouais. T'es fier? Je suis trop fier trop fier de l'équipe, trop fier de ceux qui ont pu faire ça avant aussi. Enfin, faire ça, je veux dire, le lighting, le compositing, c'est trop beau. On n'est pas forcément habitué à voir sur les films d'animation en général cet aspect un peu vraiment sombre et un peu dégueulasse qui est amené. Et on retrouve ça un peu sur tout le film. Donc c'est une prise de risque aussi d'amener justement ça comme direction en général. C'est vrai que la direction artistique a été incroyable. Donc je répète, mais c'est l'équipe de Yashar et, qui ont mis en place aussi tout ce style, donc qui est le directeur artistique. Le style vraiment avec cette patte très contrastée qu'on va retrouver dans des films beaucoup plus adultes.
j'ai un exemple en tête, mais par exemple Batman The Dark Knight, qui est vraiment très contrasté, où on vient à des niveaux de lumière assez basses. Et je trouve qu'on a dans beaucoup de séquences ce genre de choses. En même temps, il faut bien se rappeler, c'est que les tortues ninja, vu que ce sont des tortues qui sont un peu difformes et qui ne sont pas conformes aux humains, ils restent finalement dans les égouts. Et donc beaucoup de plans et de séquences sont faits finalement dans des tons et des lumières très basses. Donc on va retrouver fin de journée, où on a aussi, il me semble dans le trailer aussi, pas dans celui-là, mais on va retrouver des plans qui sont faits dans le bowling, donc on va avec des plans très fluo, on va avoir le néon très présent aussi. Voilà, le néon, on va retrouver une salle de développement, donc tout est rouge. Voilà, c'est vrai qu'il y a des styles très sombres et en même temps il y a une progression de la couleur pendant le film, donc c'est vraiment, ils ont fait un travail incroyable en termes d'intention de couleur. Je peux aussi préciser un peu dessus parce qu'on était 2 équipes en fait. En fait, on était donc quand je parlais du processus de création, la partie en fait principale de la création du film a été en animation a été faite à Montréal, donc au Canada, et à Paris en fait on était une plus petite équipe, donc il y avait à Montréal une 60aine d'animateurs et à Paris on était une 20aine d'animateurs, et donc j'ai travaillé aussi en collaboration directe avec aussi l'autre lead qui était donc David Carrière, et donc on était les deux à aussi porter aussi ces 2 équipes, et ces 2 équipes se portaient toutes seules, donc de toute façon c'était ça qui était aussi génial en fait, de voir tous ces talents finalement s'assembler ensemble. Donc on a travaillé avec David et les 2 équipes sur cette séquence en particulier. Ça a été vraiment une opportunité assez incroyable que Jacques et Simon nous ont donné. Je parle donc les directeurs d'animation sur le projet. C'est une séquence finalement où on découvre les mutants pour la première fois, et la caractérisation des personnages n'avait pas été faite, avait été plus ou moins faite, mais on n'avait pas eu encore de plan d'animation avec les personnages. Donc on a pu être un peu les pionniers pour explorer tout ça, et voilà, ils ont vraiment fait un travail incroyable dans tous ces animateurs-là, donc c'était beau. Vous avez vraiment participé du coup à créer ces personnages-là, un peu les chara-design aussi, Non, ou toute l'animation de leur mouvement, de l'acting, avant même que les personnages soient clairement définis ou clairement créés? Les personnages étaient créés, définis, mais on va dire que c'est comme des pantins qui n'ont pas de vie en fait. Donc on sait que le personnage du coup, le méchant dans le film, c'est Fly Stockman, donc Superfly, peut-être en français. Et c'est pareil finalement, mais et ce personnage-là il n'y avait pas eu d'animation qui ont été faites en amont. Il y a eu des tests d'animation, des marches, etc. Mais il n'y a pas eu d'acting réellement avec ce personnage. Et ça a été une exploration qui ont pu être faites finalement par les animateurs dans l'équipe de David et la mienne, et c'était génial, c'était vraiment une opportunité incroyable. Et je me rappelle le jour où on nous avait annoncé que Ice Cube avait vu l'acting, il avait trouvé que c'était trop bien, et dans les équipes... T'as eu un petit appel de Ice Cube comme non, ça. malheureusement on n'a pas eu ça, mais on a eu par l'intermédiaire de Jacques et de Simon, qu'ils nous ont dit ça, et qu'ils ont vraiment aimé. Donc c'était super, et c'était touchant de savoir que ce qui a été fait finalement par les équipes, ce qu'ils ont proposé. Et je trouve que c'est important quand on est un animateur, un acteur, de proposer quelque chose et de ne pas non plus se faire totalement descendre, totalement décapité, et à la fin on ne sait plus quoi faire. Et ça c'est un peu un problème. Vous avez vraiment une part où on vous fait confiance et on vous laisse amener ce que vous voulez. Et les animateurs ont pu vraiment apporter leur propre part, et c'est ça qui a été magique dans ce film-là. Et j'imagine que ce genre de production, et encore là c'est pas non plus une immense production, mais j'imagine que ce serait impossible sur un film Disney, sur un film peut-être DreamWorks, ou sur des majors vraiment d'animation, d'avoir cette part-là, autant de créativité sur ce que vous pouvez amener. Chaque film a sa propre couleur.
Et chaque film a ses propres productions, réalisateurs, directeurs d'animation. Donc on va avoir des énergies différentes. C'est vrai que c'est assez rare, pour être honnête, d'avoir une liberté de création et une confiance dans la création au niveau des fois, on va dire un peu plus supérieur à l'acteur, à l'animateur. Et donc d'oser finalement faire confiance à l'animateur et l'acteur, si on pourrait dire, pour qu'il propose des choses et qu'on le pousse dans cette idée-là. Et ça, c'est vrai. Qu'on l'encourage et qu'on le bride pas. Et ça fait toute la différence. Ça veut dire qu'aussi les animateurs dans les équipes, ils se sont sentis aussi vraiment exister. Ouais. Et même si on a eu des moments finalement où il y a eu, forcément, c'est comme toute production, il y a des moments, il y a des hauts, des bas. Il y a toujours finalement eu cette énergie de création et c'était super, vraiment. Ça se sent dans le film. Ouais. Ça se sent, ça déborde dans tous les sens de petits éléments, de détails, de mouvements qui rendent le global très vivant en fait. Ça fait quand même maintenant 10 ans qu'on a vraiment perfectionné les techniques d'animation et les techniques de 3D. Il y a eu une espèce de course à chercher le réaliste, à chercher la texture, à chercher Disney et le maître étalon là-dedans. On a parlé du Roi Lion déjà dans cet aspect de texture qui est de l'animation. On peut aussi voir dans Pixar avec, je pense à Buzz l'éclair qui est sorti, pareil, une recherche de texture précise avec Mario aussi. Enfin voilà, on veut faire de la 3D, purement 3D, hyper texturée, hyper réaliste. Et là, ça fait quelques films qui sortent depuis quelques années. Je pense particulièrement à Into the Spider-Verse, je pense au Chapeauté, je pense à Michel Vertus de Machine, ou même à la série Arcane par Fortiche en France, où on sent qu'il y a une envie de mixer les techniques, de retourner à la 2D et de ne plus être dans une recherche de réaliste, mais justement d'aller retoucher de la matière principale de l'œuvre en question. Comment tu vois un petit peu ce mouvement qui arrive ? Est-ce qui te plaît ? Est-ce que tu penses que c'est un mouvement émergent qui va continuer à se développer ? Ou alors que c'est juste une passade ? Je pense que l'animation, c'est un média. Et donc, c'est lié, on va forcément faire de l'expérimentation. Et c'est sûr que quand on a commencé à découvrir les outils 3D, il y a eu une recherche de réalisme en fait. Et parce qu'elle était, faut savoir, c'est que Pixar était avant attaché, en fait, était anciennement une branche de ILM. ILM qui était donc la branche de Lucas. De George Lucas, qui faisait les films de Star Wars. Et Jurassic Park aussi, je crois. Jurassic Park, exactement. Et donc, il y avait une recherche finalement aussi de réalisme. Donc, ça a été au fur et à mesure du développement du film d'animation, chaque film qui ont été... parce que Pixar a été vraiment les pionniers, en fait, dans la création de longs métrages d'animation. Et ils ont développé aussi leur moteur de rendu en fonction aussi du film sur lequel ils allaient travailler. Donc chaque film a apporté finalement ses recherches finalement dans la partie dans la 3D. Donc comment on fait les cheveux, comment on va faire l'eau, comment on va gérer de la crowd, donc de la foule. Et chaque en fait film, long métrage ont apporté ce genre de choses. Maintenant on est dans une autre ère où en fait on n'est plus tant sur cette recherche d'imiter aussi la réalité. On a en fait tous ces outils, on les a maintenant. On peut faire des cheveux super réalistes, de la végétation, de la neige, etc. Et en même temps, en ayant eu cette quête de la 3D avec cette perfection, on a aussi éteint la 2D en fait. C'est-à-dire, quand je dis on a éteint la 2D, c'est que la section d'animation 2D chez Disney a dû fermer ses portes à un moment donné. Et pour uniquement faire de la 3D. Et voilà, c'est des calculs qu'ils ont fait chez eux et ils ont trouvé qu'il fallait uniquement faire après la princesse et la grenouille. Ils se sont arrêtés finalement. Donc il n'y a eu de films d'animation chez Disney en 2D. En tout cas, la 3D, il y a plein de bénéfices et des non-bénéfices sur des choses. Mais on va dire que voilà, on fait plein de choses très réalistes et donc, il y a eu aussi des nouveaux courants actuellement où on va retrouver Arcane qui est magnifique et c'est tellement bien de savoir que aussi c'est fait en France et où le style, ils reviennent finalement à quelque chose de très 2D en termes de look, d'aspect, d'esthétique et donc voilà. Et pour autant, c'est fait en 3D. Donc voilà, on mixe maintenant vraiment les deux matières, on va dire. Toi, en tant que
qu'animateur, artiste animateur, tu penses que ça te laisse plus de possibilités, que ça te laisse plus de possibilités de travail, que ça t'ouvre justement à des nouvelles voies? Oui, on a... Ça ouvre en fait des possibilités de travail différentes parce qu'on vient créer ou du moins développer des styles différents. Et je pense que quand on est un chercheur un petit peu dans la vie, je parle d'observateurs, autant les acteurs que les animateurs, on a envie de voir qu'est-ce qu'on peut interpréter peut-être d'une manière différente, etc. Après, je dirais que l'acting reste l'acting, mais c'est la façon dont on va le faire qui pourrait être un petit peu différent. Et c'est sûr, par exemple, quand on anime donc on va dire, on anime en deux, donc sur le film Tortue Ninja, et c'est différent l'approche que quand on anime comme on dit, on va dire, on anime en un, donc toutes les images, où là finalement on va donner beaucoup plus de pauses, donc on va détailler tous les mouvements. Et ça va aussi avoir une énergie différente quand on va la percevoir en tant qu'audience. Après, voilà, on n'est pas non plus dans une quête ultime de uniquement faire des choses très 2D, très dessin, gribouillage, etc. Il y a aussi des films qui existent et qui sont réalistes. Par exemple, tu citais tout à l'heure le film Mario, qui lui, justement, il est très réaliste dans ses textures, dans tout ça. Donc voilà, je pense qu'en fait, c'est ça qui est vraiment enrichissant, c'est de voir, on n'est plus passé non plus dans un extrême de se dire on va faire que des films en 2D avec un aspect 2D, mais c'est qu'on nous donne la possibilité de pouvoir travailler avec des films de couleurs et de looks différents. Et c'est ça qui rend en fait la palette de création encore plus intéressante. Toi, comment tu penses que ça va évoluer, tout ce secteur-là, de façon générale, vers où tu penses que ça va aller? Et est-ce que tu penses que c'est plutôt un bon aspect pour la création des films d'animation à l'avenir, parce que ça ouvre plein de portes? Oui, mais moi je suis assez positif sur tout ça. Je pense qu'on a plein d'appels d'air créativement, les outils sont développés. Maintenant, je dirais qu'on a acquis assez d'expérience pour avoir des outils qui sont fonctionnels. Et maintenant, en fait, il y a vraiment qu'à ouvrir la boîte de la créativité et de développer des styles un peu différents, quoi. Et voilà. Puis maintenant, c'est vrai qu'on a aussi quelque chose qui va forcément aussi avoir un impact. Je ne sais pas si c'était quelque chose que tu voulais aborder ou pas, mais l'impact que va avoir aussi l'intelligence artificielle dans le travail aussi de manière globale, dans tout secteur confondu, mais forcément, ça va aussi avoir un impact dans le film d'animation. Le travail ordinateur, le travail justement de création. Et comme étant un outil qui va aussi peut-être nous aider à pouvoir encore pousser certaines choses, possiblement. C'est pas forcément non plus le sujet que je veux forcément aborder, mais c'est un sujet qui tourne dans les têtes de tout le monde. Donc, surtout dans la partie créativité et création, où on pourrait se penser que c'est uniquement réservé aux humains. Et c'est vrai qu'on voit qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se font aussi avec ça. Donc, voilà, ça aura forcément un impact aussi. Tu me parles d'évolution et de comment je vois un peu le futur. Moi, je le vois assez positif dans la partie création et qu'on va justement réussir on va développer encore plus de projets intéressants. Et l'important, finalement, c'est comme tout film, hein, la base, c'est l'histoire. Donc voilà, c'est après la façon, la technique qu'on va utiliser et les images vont être importantes, mais c'est l'histoire qui est importante. Tu me disais tout à l'heure, et on terminera là-dessus, que pour toi, ce qui est important dans les projets dans lesquels tu travailles, c'est vraiment des histoires qui ont du sens. Oui. Pour toi, c'est cette dimension-là de tu as besoin de sortir un projet qui parle aux gens et qui raconte quelque chose de vrai. Oui, je pense que c'est important en fait comme toute chose qu'on fait dans la vie, c'est de connecter avec ce qu'on fait. Et là, par exemple, ça connectait avec quelque chose d'assez profond qui est aussi mon enfance. Et forcément, pour les gens qui ont collaboré finalement sur ce projet, il y avait une connexion qui était assez profonde avec aussi leur enfance. Donc la joie qu'ils ont vécue quand ils étaient jeunes et la joie qu'ils ont envie de partager aussi avec ce genre de film. Donc forcément, voilà, moi je pense que c'est important de savoir pourquoi on se lève le matin. Le pourquoi est très important. Pourquoi on fait quelque chose? Pourquoi là on est là en train de faire ce podcast? Cette vidéo, tu vois, c'est vraiment important d'avoir cette base. Pourquoi on fait de l'animation? Qu'est-ce qu'on aime en faisant de l'animation? Parce que c'est vrai que si on ne sait pas pourquoi on se réveille le matin, au final, ça va se ressentir dans le travail. Et on va voir que c'est moins intéressant, c'est un peu mou,
est plus assez dynamique. Et peut-être dans l'animation, dans l'acting, on a envie d'avoir quelque chose qui soit naturel. Et donc, ça en soi, voilà, j'ai besoin d'avoir du sens dans mon travail et que les gens avec qui je travaille aussi savent pourquoi finalement ils le font. Parce que, voilà, après on fait un projet qui a du sens forcément. Si chacun sait pourquoi ils sont là, chacun apporte leur propre sens à la co-création qui est finalement toute création un peu audiovisuelle qui vont être par exemple les longs métrages d'animation ou les films. C'est ça qui fait que en fait, les gens vont le ressentir. En allant au cinéma, ils vont éprouver finalement de la joie ou du rire, des larmes, ou, enfin voilà, à voir. Et ça va être finalement parce que chacun a apporté sa pierre de sens dans un film. Voilà. Merci Nico. Merci à toi, Max. C'est la fin de cette émission. Merci à VHS pour le matériel et le studio. Allez voir Ninja Turtles au cinéma, c'est vraiment du très bon cinéma, on vous le recommande à tout le monde. Si vous l'avez déjà vu, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. Dites-nous également si ce format vous plaît et si vous en voulez d'autres. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, partagez, mettez la cloche. C'était Maxime pour Pratea, à bientôt.